Aujourd'hui, dans Underscore, alors que tous les regards étaient tournés vers le sommet de l'IA en France, j'ai eu l'opportunité de recevoir le président de la République. Avec vos suggestions, j'ai pu l'interroger sur des problématiques cruciales liées à l'IA qui, de mon point de vue, ne sont pas assez souvent mises sur la table. La dépendance numérique de la France, le départ de nos entrepreneurs, ou encore le futur de l'école à l'ère de l'IA. Des thèmes moins techniques que d'habitude, mais tout aussi importants. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'Élysée à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, un sujet qu'on aime beaucoup aborder, qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez annoncé plusieurs choses, un investissement de 109 milliards, on y reviendra. On vous sent très concerné sur ce sujet-là. Et depuis quelques jours, on dirait même que vous êtes le VRP de Mistral. Vous en parlez beaucoup. Question toute simple, vous utilisez l'IA générative au quotidien, vous, et vos équipes. Qu'est-ce qu'ils en pensent aussi ? Alors, les équipes, elles ont de l'IA, par exemple à l'Élysée, dans les services qui traitent les données, etc. Elles utilisent l'IA et elles ont un modèle français, d'ailleurs, développé avec plusieurs startups françaises et solutions françaises. On a appelé Marianne. Et à côté de ça, les équipes, par exemple, ont fait, je crois que c'était lundi dernier, un tweet qui était fait avec de l'IA, avec le chat. Ah oui. Il y a eu aussi les deepfakes pour le dénoncer en tournant en dérision à travers une vidéo. Mais exactement. Mais il y a eu aussi l'utilisation justement de l'IA pour faire un tweet qui montrait d'ailleurs la croissance du nombre de startups. Donc elles l'ont fait là pour montrer, pour avancer. Mais oui, on l'utilise pour essayer d'être plus efficace, avec un cadre aussi très très souverain, très protégé, parce qu'évidemment c'est l'Élysée et ce sont des données sensibles. Et c'est une administration qui a des exigences particulières. Est-ce qu'à titre personnel, vous en avez essayé certains ? Alors moi, j'en essaye. J'ai une tablette à côté où j'essaie de voir pour suivre un peu les innovations, où j'ai le chat, etc., où j'ai regardé quand aussi DeepSeek est sorti, où j'utilise et j'essaie de suivre les uns et les autres pour un peu voir. Mais je ne peux pas dire que je l'utilise pour faire des choses. Je ne fais pas des discours avec de l'IA ou autre. C'est jamais. Des mails ? Non, je ne fais pas de mails du tout. On vous les fait. Ça me simplifie la vie. Non, j'en ai plus depuis que je suis président. Vous serez d'accord avec moi, la France a d'incroyables scientifiques, d'incroyables ingénieurs très compétents, de très bonnes idées, mais aussi une tendance peut-être à s'auto-saboter. Ça fonctionne moins bien qu'aux États-Unis, de toute façon on a perdu d'avance, ça va finir comme Dailymotion, on a pu entendre ça de startups françaises qu'on met souvent en avant. À votre avis, est-ce qu'il existe une sorte de French bashing un petit peu ? Écoutez, je pense que c'est plusieurs choses, mais on a, comme vous l'avez dit, on a plein d'atouts. Donc moi, je regarde plutôt devant et j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que parfois on n'a pas réussi. Mais il y a plein de fois où on a réussi. La France est un pays très créatif. C'est à la fois un pays d'ingénieurs, mais aussi de grande créativité, d'artistes, de gens qui ont des compétences très diverses. J'ai souvent dit à l'étranger, les anglo-saxons ne savent pas que le mot entrepreneur qu'ils utilisent est un mot français. Donc il y a ces talents-là. En plus de ça, on a une force qui nous est reconnue à l'international. On est très fort en maths, on a des vrais génies en maths, on a une école de mathématiques française qui est très importante pour préparer des data scientists ou des experts et qui est très utilisée. Donc je pense qu'on a tout pour réussir. Qu'est-ce qui explique cette sorte de méfiance vis-à-vis de ce qui est français ? D'abord, on a, je crois, un problème culturel avec l'échec. Ça, c'est assez français. Et ça commence dès l'éducation. C'est qu'on a une forme d'éducation, une forme d'esprit où on travaille d'abord moins en groupe et on stigmatise beaucoup plus l'échec. Ce qui veut dire que quand on échoue, c'est vraiment pas bien. Or, pour entreprendre, pour réussir, il faut échouer plein de fois. Mais il faut rebondir. C'est-à-dire, celui qui entreprend et qui réussit à faire un grand champion, un géant, c'est pas quelqu'un qui a jamais raté. C'est pas vrai. Il faut pas se dire ça une seule seconde. C'est quelqu'un qui a sans doute raté 5, 10, 15 fois. Simplement, il s'est relevé une 16e fois, il a appris de ses 15 erreurs. Et dans notre mentalité, dès qu'on trébuche, regarde toute la polémique qu'il y a eu sur Lucie. Bon, dès qu'on trébuche, c'est terrible. Non. Donc, faut accepter, pas simplement un droit à l'erreur, mais en quelque sorte une nécessité d'apprendre de ses erreurs pour rebondir. Bon, donc ça c'est culturel. L'autre chose, c'est il y a une plus grande aversion à l'innovation, à l'utilisation de l'innovation. En tout cas, je dirais qu'on est une population qui est sans doute plus prudente. Même le traitement médiatique est intéressant. C'est-à-dire que les moments où on parle le plus d'IA, c'est souvent sous un prisme de l'inquiétude. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des inquiétudes légitimes ? Il y en a. Mais après, le réchauffement climatique, par exemple, ou des questions de oui. Je crois qu'il y a des inquiétudes légitimes, mais donc au-delà de ces peut-être biais culturels qu'il y a, je le dis souvent pour donner la comparaison, c'est ce qu'on a eu au moment des robots. Dans les années 90, quand les robots sont diffusés dans les industries, on a été beaucoup plus réticents, parce qu'on a dit justement tout de suite, oh là là,
ça va détruire des emplois, donc on les diffuse moins. Bilan des courses, on n'a plus désindustrialisé. Et les pays qui ont diffusé les robots ont gardé beaucoup plus de production et d'emplois chez eux. Vous voyez, il y a une forme de paradoxe. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'on a tout pour réussir. Sur l'IA, on a tout pour réussir cette bataille et on a déjà des champions. C'est pour ça que je les cite beaucoup, vous l'avez dit. Mais on fait partie des rares pays d'Europe qui avons un modèle de langage, un vrai LLM avec Mistral et donc le chat qui a été sorti. On a des vraies applications et des vrais acteurs très forts dans des domaines. Vous prenez un Doctolib dans la santé, il se développe partout en Europe, il n'y a pas d'équivalent. L'Allemagne utilise Doctolib et beaucoup d'autres pays. On a des Alan aussi sur la santé, des Hawkin pour après la recherche dans le cancer. On a des tas de diffusions qui sont en train de se faire dans la mobilité ou d'autres et des partenariats qui sont signés à l'occasion de ce sommet. Et puis on a, je ne vais pas tous les citer parce que j'y arriverai pas, mais de Pigment, Hugging Face ou autres, des startups formidables. Simplement maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer à l'échelle et accélérer. Parmi les annonces qui ont marqué, il y a eu notamment, donc je les ai mentionnées, ces 109 milliards d'investissements. Est-ce que vous pouvez développer un peu d'où vient cet argent? Il y a beaucoup d'inquiétudes sur d'où ils viennent. Alors, je vais vous dire, d'abord, c'est de l'argent privé, c'est pas de l'argent public. Nous, sur l'IA, on aura mis au total près de 7 milliards depuis le début, depuis la première stratégie que j'ai lancée en 2018. Mais on a investi, et puis là, on a une nouvelle stratégie qui se déploie avec France 2030. Donc, on met de l'argent public pour des chaires d'excellence, pour nos clusters IA, pour notre recherche, pour développer aussi des technologies de pointe avec France 2030. Et donc, on a mis plusieurs milliards d'euros, et l'Europe en met. La présidente de la Commission a annoncé que l'Europe allait mettre justement là aussi une somme importante. Ces 109 milliards, c'est de l'argent privé. Et donc c'est quoi, c'est qui exactement? Alors, ce sont des entreprises françaises, par exemple, qui investissent pour faire des clouds, des data centers sur l'IA. C'est des Iliad, des Orange, des Thales. Donc, ils font ou des partenariats avec des entreprises d'IA ou des grands investissements capitalistiques pour se doter d'équipements. Et puis après, c'est des grands investissements. Et donc, vous avez par exemple l'entreprise qui pilote les data centers qui vient des Émirats Arabes Unis, MGX, et c'est une annonce qui a été faite. Vous avez des grands fonds, Brookfield, canadiens, qui viennent avec des opérateurs. Vous avez aussi des fonds français et des opérateurs français, des Equinix, des Sesterces et autres. Et ils développent sur le territoire français des capacités. Et ce qui coûte très cher, ces montants, pourquoi ils sont si gros? Et c'est ce qu'on n'avait pas jusque-là. Mais pourquoi vous avez des 500 milliards aux États-Unis? Et d'ailleurs, vous notez que mon 109 milliards, en fait, il est très cohérent avec le 500 milliards américain. Il y a quand même une différence majeure, si je me permets, c'est qu'entre les 109 milliards et les 500, sur les 500 américains, sont principalement c'est des investissements américains. Alors que nous, en proportion, vous avez effectivement mentionné les investissements de Mistral, etc. Mais donc, c'est les Canadiens, c'est les Émirats. Oui, vous avez raison, mais parce qu'en fait, on n'a pas assez de financement. Ça, je peux vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les moyens nous-mêmes d'investir dans notre pays et d'avoir les recettes de notre capacité à produire? Parce qu'on a beaucoup moins d'investisseurs financiers dans ce secteur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes, je finis juste. Mais ce qui est important, c'est d'abord qu'on l'ait, cet investissement, parce que ça va créer les capacités chez nous. Dans le bloc américain, d'ailleurs, il faut noter qu'il y a SoftBank, qui n'est pas totalement américain, même si c'est américanisé, mais qui vient du Japon. Et on a à côté de ça des grands investisseurs et des opérateurs américains. Mais le plus gros investisseur du trio, il est japonais. Donc, il y a une vraie diversité aussi. Ils ont des capitaux qui ne sont pas les nôtres, quand même. Ils ont beaucoup plus de capitaux que nous. Mais nous, on n'avait pas du tout d'investissement jusqu'alors. En tout cas, pas la même maille d'investissement. Là, 109 milliards pour la France, c'est exactement la même échec que 500 milliards pour les Américains. Et si les grands pays européens font comme nous, on dépassera les Américains en investissement. Là, on prend l'argent où il est disponible et on le met dans ces data centers. C'est très cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y met des microprocesseurs extrêmement coûteux en très grand nombre dans ces espèces de super usines à IA. Mais ça va pour nous révolutionner les choses parce qu'en Europe, jusqu'à récemment, on avait entre 3 et 5% des capacités de calcul. Et l'Europe, c'est à peu près 20% du marché mondial. Donc on avait un retard. Et donc, d'où que viennent les capitaux? Moi, ce qui m'importe, c'est de faire chez nous des capacités de calcul parce qu'ils vont permettre d'entraîner ces modèles et de développer l'IA chez nous. Après, pourquoi nous, on n'a pas cet argent? Et ça, il faut le comprendre. Et quand je dis ça, la France a un peu une situation déjà atypique parce qu'on est de très loin le plus gros marché financier de l'Europe continentale et on est le pays qui a le plus de grandes entreprises. Mais parce qu'en fait, on a un marché qui a moins de profondeur, on a moins d'investissement. D'abord, parce que nous n'avons pas de fonds de pension. Quand vous habitez aux États-Unis, vous et moi, on travaille,
on ne cotise pas pour la retraite. On va cotiser à titre privé et on va mettre notre argent, alors ça dépend d'ailleurs des systèmes et de où on travaille, dans ce qu'on appelle un fonds de pension. Ça crée une énorme somme d'argent. Et cet argent, il est totalement investi en bourse. C'est aussi un autre rapport au risque, d'ailleurs culturel. Parce que vous et moi, en travaillant en France, notre argent, il va financer nos aînés qui sont à la retraite. Mais nous, on sait, modulo les accidents de carrière, ce qu'on aura en retraite à la fin. Vous êtes aux États-Unis, tout votre argent, il est en bourse. Alors parfois, ça peut super bien marcher, mais vous prenez aussi un risque. Et donc, dans les moments de crash, vous perdez tout. Ça c'est la grande différence. Et donc, ce qui fait que les Européens, ils doivent à un moment se poser la question, si on veut plus d'indépendance financière, de se dire, on a besoin d'avoir nos propres fonds. Alors nous, on a des fonds souverains, mais ils ont été financés avec l'argent public. C'est la BPI. On a la Caisse des dépôts, qui a un statut un peu particulier, mais ils sont beaucoup moins profonds. Par contre, à côté de ça, l'Europe a beaucoup d'épargne. Et ça, c'est un des combats que je mène pour l'Europe. J'ai une petite question juste avant, on est d'accord qu'il y a 2% de ces fonds de pension-là qui sont souvent utilisés pour justement financer l'innovation. Oui. Or, en Europe, on n'a pas du tout ça. Ce qui motive l'innovation, souvent, c'est plutôt des systèmes fiscaux qui viennent encourager à mettre de l'argent dans des startups en début de course. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour que... Alors nous, c'est une culture très différente du risque, en fait. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire. D'abord, sur le début, on a maintenant commencé à constituer un écosystème de business angels, de fonds. Et on a quand même fait une réforme en 2017 qui est très importante. Je dis ça parce que là, dans les débats, beaucoup de gens veulent les... Le paradoxe, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a surtout un débat pour savoir comment augmenter la fiscalité des gens qui réussissent. Et j'allère tout le monde, grosse bêtise. Je veux dire, moi, mon sujet, c'est pas le sujet de l'argent en soi. L'argent, c'est ce qui permet de faire pour l'économie. Aujourd'hui, en France, on a créé un système et de la stabilité. Ça a beaucoup de valeur parce que ça nous a fait revenir des capitaux pour qu'ils investissent dans l'économie. On a mis fin à l'impôt sur la fortune. On n'a gardé qu'un impôt sur la fortune immobilière. Parce qu'on a dit, cet impôt, quand vous êtes riche, que vous faites de l'argent en France, si vous le réinvestissez dans l'économie, on arrête de vous taxer là-dessus. Et ensuite, on a créé ce qu'on a appelé le prélèvement forfaitaire unique. C'est 30% impôt plus charge. Ce qui nous remet dans la bataille européenne et ce qui permet justement, quand vous investissez dans une start-up, quand vous investissez dans le capital risque, vos gains, vous savez tout de suite combien ils seront taxés et ça reste attractif. Et on a besoin de garder ce cadre-là parce que précisément, ça permet de financer l'innovation. Et parfois, on est un peu schizophrène dans le débat de politique économique en France. C'est que tout le monde adore l'innovation, a envie d'en faire plus, dit oui, il faut réindustrialiser, il faut faire de l'innovation, mais personne ne veut assumer les politiques fiscales qui vont avec. Or, dans un monde ouvert, si vous taxez beaucoup plus que vos voisins, les gens vont là où ils sont moins taxés. Et donc, pendant des décennies, on a trop taxé. Et depuis 2017, on a un système qui est stable, qui permet d'ailleurs de faire beaucoup de rentrées d'argent pour le budget, mais qui permet de réinciter. Et donc, on a recréé cet écosystème d'investisseurs, on a recréé un cadre pour vraiment avoir une politique qui permet l'investissement dans le capital. Ensuite, on a créé ces fameux fonds Tibi qui ont permis d'avoir des fonds et des fonds de fonds et qui ont développé déjà des tickets un peu plus larges. Le cœur de la bataille maintenant, c'est simple. C'est que nous, en Europe, notre économie, elle est moins financée par le marché que par des institutions financières, les banques et les assurances. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, les 3/4 de votre économie sont financés par des acteurs de marché, sur un marché de capitaux, parce qu'il y a ces grands fonds de pension, ces asset managers. Et donc, vous avez des gens qui gèrent l'argent de groupes de gens ou d'individus, et ils vont sur les marchés et ils interviennent. Nous, les 3/4 du financement de notre économie, ça passe par les banques et les assurances. C'est intermédiaire. Et il se trouve que nous, Européens, on a plus d'épargne que les Américains. Donc c'est un trésor. Le paradoxe, c'est que depuis la crise financière de 2008-2010, on a mis ce qu'on appelle des règles prudentielles, c'est-à-dire qu'on a durci les choses pour vraiment se dire on veut prendre le moins de risques possible. Et donc on a complètement sorti nos banques et nos assurances du financement en fonds propres. Et donc du financement de nos entreprises, ce qui permet d'en garder le capital et ce qui est un élément de souveraineté, et encore plus du financement de l'innovation. Et donc toute cette épargne qu'on a, elle est concentrée essentiellement sur du financement d'obligations européennes, et donc de la dette des États ou des entreprises, européennes ou étrangères. C'est beaucoup moins rentable. C'est moins risqué, mais c'est moins rentable. Et en plus de ça... que des entreprises comme des Mistral, etc., n'arrivent pas à avoir des tickets. On n'a pas des tickets exacts. Alors, on peut aller jusqu'à quand même plus de 100 aujourd'hui avec ce qu'on a développé, mais on n'a pas assez de profondeur de marché. Mais ils doivent aller chercher des investisseurs américains. Exactement. Et donc, le cœur de la bataille, ce qu'on doit faire, nous, ce qu'on pousse pour que la Commission européenne le fasse, c'est
changer ses règles prudentielles et s'aligner à peu près sur les Américains. C'est un peu technique, ça s'appelle BAL et Solvency, mais c'est permettre de réinvestir une partie de l'épargne qu'il y a dans les banques et les assurances dans l'innovation et dans les fonds propres. Ça aura un effet massif tout de suite. La deuxième, c'est un grand plan de titrisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on permet de mettre dans le bilan de ces institutions des véhicules qui vont aller investir en fonds propres. Et troisième chose, c'est de créer ce marché européen des capitaux. Ce marché unique, parce qu'il n'y a pas de marché unique. Et ça paraît technique, mais c'est hyper important. Pour les ingénieurs qui nous écoutent, peut-être que certains seront un peu perdus. Non, mais c'est hyper important. Et s'ils sont ingénieurs, enfin tout le monde, je pense, peut comprendre. C'est en vrai, aujourd'hui, vous avez 27 marchés de capitaux. Ce qui fait que notre épargne, elle ne circule pas bien à travers l'Europe. L'avantage de l'Europe, c'est le marché unique. Si on a un vrai marché de capitaux avec 450 millions d'habitants, eh ben alors, l'argent circulera aux bons endroits, c'est-à-dire là où il y a des idées, de l'innovation, des besoins. Et donc ça, c'est une des choses qu'on veut faire aussi au niveau européen. Et ça va être très important pour l'IA. On vous a entendu notamment affirmer que la France était dans la course à l'IA. Oui. Et on est effectivement 5e du classement Global Index. Mais quand même, c'est à relativiser. Quand on voit le graphique des investissements, par exemple, on constate surtout à quel point ces derniers, depuis 2018, ils sont assez minuscules. On a 30 fois moins investi que les États-Unis jusqu'à 2022, 10 fois moins que la Chine. Donc les chiffres sont quand même pas super joyeux. Pourtant, ça fait en fait des années que les professionnels du secteur, ils annoncent ce qui va se passer aujourd'hui. Dès 2018, il y avait le rapport Villani qui préconisait presque tout ce qui est annoncé actuellement. Il y a beaucoup d'experts qui ont parfois l'impression que les décideurs, ils les écoutent seulement au moment où l'IA fait un peu les gros titres. Il a une des journaux. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, ce que vous dites est juste. Il y a aujourd'hui 2 grands acteurs, États-Unis et Chine. États-Unis devant, la Chine derrière, et ensuite tous les autres. Les autres, c'est qui? Juste derrière dans le top 5, on a l'Inde, on a les Émirats, on a la France, on a le Royaume-Uni, on se tient au coude à coude. Rapporté à la population, la France fait partie des meilleurs, parce que l'Inde, c'est comme un géant à plus d'1 milliard d'habitants. Donc, on se tient bien. On n'a pas attendu les grandes lignes. Si j'ai voulu organiser ce sommet, c'est un peu pour qu'il y ait cette prise de conscience collective. Mais s'il y a un rapport Villani, c'est parce qu'il y a un président de la République qui commande ce rapport Villani. C'est en 2018, quand même. C'est votre serviteur. Bah oui. En 2017, je veux qu'on se saisisse de la chose. Et donc, je commande à Cédric Villani, qui est alors parlementaire, un rapport, et d'ailleurs à d'autres scientifiques. Et on est les premiers en Europe à lancer une stratégie de l'IA. Donc, on n'a pas du tout attendu les grands titres. On a volé les départs. En Europe, on est les premiers. En termes de montant d'investissement dans le privé, on voit par exemple c'est normal, mais c'est exactement. On a 8 milliards pour la France contre 254 milliards. La proportion est exactement écrasante. Alors, il faut remettre en proportion, parce qu'il faudrait l'Europe par rapport aux USA. C'est la conséquence de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que nous, comme gouvernement, on a fait le job. Rapporté au gouvernement, on a fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on a développé des clusters, on a développé des formations, on a développé y compris des startups, on les a beaucoup aidés, on a développé des programmes, on a au total entre 5 et 7 milliards qui sont alloués sur ces spécificités dans France 2030, et ça je l'ai fait dès la sortie du Covid. Mais donc dès 2017, on lance une stratégie IA. Ensuite on la pousse au niveau européen, et là on met le boost. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi l'écart s'explique par quoi? L'argent privé. Et donc nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir plus d'argent privé mobilisé. Donc il faut qu'on libère toute cette épargne qu'on a en Europe pour qu'elle aille sur l'innovation. C'est la réforme que je veux qu'on mène, que je vous ai décrite à l'instant. Elle peut paraître technique, mais elle explique cette différence. Et il faut derrière qu'on encourage l'écosystème, qu'on pousse nos grands financeurs. Vous avez des Amundi, des Tikeo, des Ardian qui sont sur ce secteur. Il faut les aider à y aller encore davantage. Et derrière, il faut que les grands groupes aussi européens jouent le jeu. C'est ce que je leur ai dit. Ce qui va nous permettre d'accélérer. Un Microsoft, quand il décide d'avancer, il va chercher la fondation à l'époque de OpenAI et lui donne un coup de booster parce qu'il l'accroche à toute son offre. Donc moi, j'appelle aussi ici que tous les grands groupes européens fassent du patriotisme européen, c'est-à-dire aident nos startups à décoller. Ce qui a été annoncé par exemple au sommet, quand Peugeot et Citroën décident de mettre Mistral comme assistant opérateur embarqué dans les véhicules, ça change tout parce que c'est des centaines de millions, demain des milliards de contrats pour Mistral, et puis ça va diffuser la pratique et lui permettre d'être plus fort. Et donc nous, on a besoin de 2 choses pour qu'on ne soit pas décroché. D'avoir de la constance. Donc d'abord, on a vu tôt. C'est moi qui ai demandé ce rapport. Donc on était là, on n'a pas attendu les grands sommets, on les a organisés. 2, c'est d'avoir de la constance, de ne pas lâcher les choses. 3, de garder une politique fiscale et économique qui soit pro-business et pour l'innovation. Et à chaque fois que vous entendez des débats où les gens se disent on va taxer les family office, les gens qui investissent dans l'innovation, rappelez-leur, vous ne pouvez pas aimer l'IA et vouloir que ça change le monde et faire l'inverse quand il s'agit de politique fiscale. 4, libérer le capital en Europe et donc avoir une politique
pour avoir nos fonds de pension européens, pour pousser nos banques et nos assurances à aller vers le risque et l'innovation. Et 5, que nos grands groupes soient patriotes. À chaque fois qu'il y a une solution d'IA française européenne, qu'ils l'adoptent, qu'ils l'achètent. En fait, ça c'est intéressant pour l'IA, mais... En vrai, ça marche pour plein d'innovations. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, parfois je trouve qu'on traite l'IA comme si c'était un sujet isolé, alors qu'en fait l'IA en amont, elle est permise par les puces de calcul et la donnée, donc des data centers, et ensuite elle est utile à la fin, pas toute seule, mais dans les applications du logiciel. Or, sur ces deux volets-là, que ce soit le cloud et les logiciels, la situation française, en fait, elle est plutôt catastrophique. Les 3 hyperscalers US, donc AWS, Microsoft et Google, ils captent 80% de la croissance du cloud public en France. Et il y a 2 semaines, on a entendu, par exemple, le patron de la BPI déclarer « La bataille du cloud est d'ores et déjà à peu près perdue ». Ce qui est quand même impressionnant. On dirait que les décideurs, ils voient un peu les ruptures technologiques comme des vagues. Et si on en a raté, en fait, on peut attraper la suivante. Mais en fait, c'est un peu un fantasme parce que ça ne marche pas en vague. C'est des interdépendances, c'est des chaînes de valeur qu'on crée. Alors après, moi, je ne dis jamais que c'est perdu. Je pense que c'est une erreur. Sur le cloud, on s'est bien battu tout seul. Comment vous expliquez quand même ce constat d'échec ? Non, mais parce que ça, c'est très simple. Vous avez, avec les grandes plateformes qui ont agrégé nos réseaux sociaux et qui ont développé des capacités, des gens qui ont pris la vague de l'innovation, qui l'ont consolidée, qui ont réussi à acquérir du chiffre et qui après se mettent sur toutes les vagues successives et essaient, soit en faisant en quelque sorte de la ventelier, de tirer profit, de ne pas laisser les autres entrer. Super pour eux, très bien, il faut aussi qu'on en profite, que ça nous fasse de la croissance. Mais nous, il faut qu'on se dise sur quel bloc on doit avoir de la souveraineté et comment avoir des acteurs qui prennent la suite. Sur le cloud, la France s'est battue toute seule. Moi, je l'assume totalement, je pense qu'on avait raison de se battre. Est-ce que c'est totalement perdu ? Ce sera très dur. Et je pense que ça va prendre du temps. Mais pourquoi ? Parce que certains de ces hyperscalers sont allés voir nos compétiteurs en Europe et ont dit « Ne suis pas les Français, moi je te donne 4 milliards, 5 milliards d'investissements et tu viens prendre chez moi. » C'est ça qui est très dur parfois. Donc, nous, on va continuer de se battre pour essayer de sécuriser les choses, mais celle-ci, c'est un combat qui n'est pas bon. Par contre, sur les data centers et les capacités de calcul, je ne crois pas du tout que ce soit perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a exactement ce que vous disiez. On a besoin de quoi pour faire ces data centers et ces capacités ? On a besoin de semi-conducteurs et on a besoin de puissance. Sur les semi-conducteurs, le monde entier dépend aujourd'hui beaucoup de Taïwan. C'est eux qui sont les meilleurs de très loin et qui sont en avance. Donc nous, on essaie de faire des partenariats, de développer des offres. On est nous-mêmes producteurs de semi-conducteurs, mais plutôt pour des modèles qui ne sont pas tellement pour l'IA, un peu plus grands. C'est ce que fait ST Microélectronique, Soitec et autres. Mais on est dans la partie, on est plutôt bon en Europe. Mais on les vend à des Apple, des Google, etc. C'est-à-dire que... C'est normal qu'on les vende un peu partout. Oui, mais c'est-à-dire que Mistral, quand ils vont installer par exemple un data center, ils vont pas acheter des puces ST Microelectronics, ils vont acheter des cartes graphiques NVIDIA par milliers. Mais c'est parce qu'on a cette dépendance, qu'ont aussi les Américains. Et donc nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de réduire. C'est pour ça qu'on a lancé un plan semi-conducteurs. Et d'ailleurs, les Américains comme les Européens sont partis dans la même bataille. Produire plus de semi-conducteurs et aller vers les tout petits, les modèles plus bas justement, qui sont aujourd'hui détenus que par quelques compagnies. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Continuer l'innovation et essayer d'avoir des acteurs de rupture, faire des partenariats avec les gens qui le maîtrisent, ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois encore, et investir. Ça, c'est sur les semi-conducteurs. À côté de ça, la puissance de calcul. On n'a rien à envier là aux États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, dans les grands plans qu'ils annoncent par exemple, quand vous avez le plan Stargate, les 500 milliards, ils vont devoir créer les capacités de production de l'électricité pour faire leur data center. Quand nous, on annonce nos 109 milliards, les data centers qu'il y a derrière, on a les capacités d'électricité pour le faire. Parce que nous, on exporte de l'électricité. 90 TWh l'année dernière. La deuxième chose, c'est que nous, cette électricité, elle est bas carbone, elle est basée sur le nucléaire. Aux États-Unis, elle est largement basée sur du fossile. Et donc, elle émet beaucoup plus. Pourquoi cette vague, elle peut être prise par la France beaucoup plus que par d'autres. Et pourquoi vous avez ces montants chez nous et vous ne les aurez pas forcément chez les voisins? Parce qu'on a ce modèle énergétique. Et donc, nous, quels sont nos avantages? Il faut toujours regarder pareil. Quels sont nos avantages comparatifs? Les talents, un très bon écosystème, l'énergie. Quels sont nos retards? Les semi-conducteurs, comme tous les autres en Europe au demeurant, et la capacité de financement privé. C'est sur ces deux trucs-là qu'on bosse. Et en vrai, c'est une compétition, donc on fait comme dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on croit à fond sur nos points forts, et on y va, et on attire sur cette base, et on utilise cet argent pour corriger nos points faibles, et on essaie de les réparer structurellement. Et donc, je veux vraiment vous dire que là-dessus, la France et l'Europe, elles peuvent tout à fait dans la compétition. Il faut simplement redoubler d'énergie. On a mouillé la chemise pour avoir les 109 milliards. Et vous avez parlé, par exemple, donc, de patriotisme économique, oui, qui est un terme assez fort.
Sauf que moi, pour préparer l'interview, j'ai parlé avec pas mal d'acteurs, notamment dans le cloud et dans le numérique. Et le constat qui me dresse, c'est plutôt que le patriotisme économique, en France, il n'existe pas vraiment. Par exemple, en ce moment, on a EDF qui passe un contrat de 860 millions d'euros avec AWS. On a l'assurance maladie qui utilise Microsoft pour héberger les données de santé des Français, SNCF, BPI, ministère des Armées, Bouygues. Tout ça, c'est des centaines de millions d'euros qui partent chaque année dans la poche des Américains. Comment ça se fait ? C'est simple, c'est parce que quand vous n'avez pas de technologie qui est aussi compétitive, vous avez un grand problème pour leur imposer. On a beaucoup poussé des solutions de cloud avec Dassault Systèmes ou autres. Je ne veux pas ici faire de... Je pousse beaucoup d'entreprises françaises, mais j'assume à fond. Et ils en ont. Et donc, moi, mon message, c'est à chaque fois que Dassault Systèmes peut vous fournir une solution, elle est totalement sécurisée, cloud souverain, prenez-la. Mais après, sur certains modèles, certaines offres, on a en effet des retards qui existent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut redoubler pour avoir des capacités à innover, à faire en européen. Mais là où vous avez un point, c'est sur le cloud, c'est un sujet sur lequel on s'est fait totalement dépasser. Et c'est un sujet sur lequel on a été divisé. C'est pas la même chose sur les semi-conducteurs, c'est pas la même chose sur les data centers. Et donc, aujourd'hui, moi, je pousse les entreprises. J'ai réuni ici, là, les grands champions européens de l'IA avec les grandes entreprises européennes, et je leur ai dit, achetez. Et donc, vous avez raison, à chaque fois qu'ils préfèrent une solution américaine, quand il y a l'équivalent européen qui existe, ils font une erreur parce qu'ils reculent de 2 cases et ils font reculer leur écosystème. Et dedans, il y a des... Et ça, c'est des réflexes. Il y a des groupes, effectivement, il y a aussi beaucoup d'entreprises du public. Et on dit effectivement parfois que les acteurs français ils sont pas assez matures pour obtenir ces contrats. Donc déjà, c'est pas toujours vrai. Parfois, il y a aussi vous connaissez le dicton « personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté du IBM ». Donc il y a ce côté, en fait, on prend ce qui marche, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan des fonctionnalités, c'est absolument pas dit qu'il y a un manque de maturité si important. Mais je suis pas, moi, c'est pas ce que je dis d'ailleurs. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. Et surtout, il y a un problème de l'œuf et de la poule, parce que quand on regarde l'histoire des géants américains, on constate notamment que la commande publique a un rôle hyper important dans leur éclosion. AWS a signé dès 2013 $600 millions avec la CIA. Microsoft, ils ont des contrats énormes avec l'administration, le Pentagone, etc. Pourquoi il n'y a pas au moins 10% par exemple de ces 860 millions qui servent à faire grandir des acteurs français ? Alors nous d'abord, c'est maintenant la politique que j'ai demandé à tout le gouvernement, pas simplement sur l'IA, mais en général. On a réformé le code des marchés publics pour permettre justement de mettre ce critère. Et la préférence européenne, on peut la faire. On n'a pas le droit de discriminer entre Européens, mais on peut faire de la préférence européenne. Et moi, je dis même, on doit le faire. Et donc, je partage 100% ce que vous dites. C'est simplement une forme d'absence de réflexe dans beaucoup de pays européens et chez beaucoup de grands groupes, de dire au fond, américain, c'est à la mode, ou ça nous facilite les choses. Et on le voit dans tous les secteurs. Vous preniez l'exemple des grandes agences fédérales américaines. Pourquoi un SpaceX réussit ? Parce qu'il a eu énormément de financement du département de défense américain, qui ensuite lui a permis de baisser ses coûts et d'aller conquérir des parts de marché à l'international sur du commercial. Et c'est pour ça que moi je me bats avec tous mes collègues européens pour dire quand vous faites des lancements institutionnels dans l'espace, prenez Ariane 6, c'est notre champion européen. Allez-y. Et donc nous on a un besoin vital, et c'est ce que je porte depuis 7 ans, de dire l'Europe n'est pas simplement un marché. Et on sait pas, beaucoup d'États et trop d'entreprises pensent qu'on est un marché. On est une puissance, et donc il faut avoir un réflexe de puissance. C'est-à-dire dire, je veux en fait produire sur mon sol, et je veux préférer mes acteurs. Et pourquoi je me bats aujourd'hui sur Mistral et je pousse le chat ? Parce que Mistral, c'est les seuls qui sont dans leur catégorie qui peuvent faire la compétition. Leur défi, c'est d'avoir suffisamment de bases clients. Si toutes les entreprises vont chercher un ChatGPT ou autre, dans un an, les premiers, parce qu'on est les champions pour, en quelque sorte, nous-mêmes alimenter les causes dont on déplorera les conséquences. Dans un an, les mêmes me diront « Vous êtes un foutu d'avoir des champions européens ». Aidez-nous à les faire, en fait. On est tous coproductures. Et celles et ceux qui vous suivent. L'État en premier. L'État, c'est pour ça que j'ai fait 2 réunions interministérielles. Il faut le faire sur l'IA, mais il faut le faire sur le reste. Nous, c'est ce qu'on fait à l'Élysée. J'ai demandé, par exemple, c'est ce qu'ils font avec... Il y a plusieurs modèles qui sont en train de se développer, Albert et d'autres, dans les différents ministères, qui se font avec de l'IA française et européenne. Parce que je ne veux pas être simplement franco-français. Il faut avoir une approche européenne. Mais on développe d'ailleurs là aussi avec Mistral, mais avec d'autres. On a beaucoup poussé des Doctolib pendant la période Covid et on a ce partenariat avec eux. Et donc moi... Qui sont sur AWS d'ailleurs. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et c'était ça leur problème. Et donc
c'est pour ça qu'il faut aussi, sur certains segments, qu'on redéveloppe de l'offre européenne. Ils n'ont pas le choix, mais en fait, il y a quand même une notion de, comme je reprends, d'arriver à maturité. On dit ils ne sont pas encore à maturité, mais demain, il y a une infrastructure d'État à créer. Donc, je prends l'exemple de EDF. C'est ce qu'on mettre une partie chez Scaleway, une partie chez EVH, peu importe qui c'est. Et en fait, financer leur développement. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de stratégie assumée en européen. Sur le cloud, je le distingue du reste. Aujourd'hui, quelle est ma difficulté ? On n'a pas été suivi par les autres Européens. Donc, on a avancé un peu seul. On a des acteurs, vous les avez cités, OVH, on a aussi des grands acteurs, il y a d'Orange, essaie d'avoir du cloud. On a poussé Dassault Systèmes sur le cloud souverain, on a des solutions qui existent. On essaie maintenant de développer avec aussi Eutelsat des réponses, parce qu'on a besoin d'avoir aussi des réponses avec des constellations pour sécuriser des capacités. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais moi, je ne lâcherai pas cette affaire, parce que vous avez parfaitement raison de revenir sur ce sujet de manière régulière. Ça, c'est un segment sur lequel on s'est fait tailler des croupières, parce qu'il n'y a pas eu un réflexe patriote. Et surtout, il n'y a pas eu un vrai réflexe européen et une volonté de jouer ensemble et de se dire, si on n'a pas ce segment, on va continuer de donner plein d'argent à des gens qui nous gèrent. Et c'est très lié à l'intelligence artificielle. Pour revenir à l'écosystème des startups dont on a un petit peu parlé au début, parmi nos invités qu'on reçoit dans l'émission, il y en a qui confirment qu'effectivement, la France, c'est super pour lancer une startup. On a maintenant un super écosystème, on a 750 startups dans l'IA en France, vous l'avez mentionné. Mais si on regarde de près, on voit aussi qu'il y a plein de pépites qui, au bout de quelques mois ou quelques années, souvent à contre-cœur d'ailleurs, vont aller voir ailleurs ou sont carrément rachetés. Des Snips, Dream, DataIQ, Datadog, on a plein de... Même Mistral ont dû céder une partie substantielle de leur capital aux Américains. Qu'est-ce qui explique cette hémorragie de start-up qui, au moment où elles grandissent en fait ? D'abord, je ne serais pas aussi définitif parce que ça dépend vraiment des secteurs et des caractéristiques. Ensuite, vous avez des secteurs dont la valorisation est parfois complètement tirée par des marchés comme le marché tech américain. Donc, vous avez des gens qui voient l'intérêt d'aller scoter ou d'aller chercher des investisseurs qui ensuite iront sur des marchés qui leur offrent la liquidité et la plus grande valo. Donc ça ne me choque pas en soi. Mais ce qui est quand même connu, c'est que quand on veut lever de l'argent, il y a un moment en Europe. En Europe, c'est là fini, aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un tenace, vous voyez. Donc, ce constat, je l'ai fait il y a 10 ans. J'étais ministre de l'économie et de l'industrie. J'étais le premier ministre à aller au CES à Las Vegas. On a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai bougé. On a bougé des lois. On a simplifié, on a changé les textes fiscaux, on a créé des dispositifs. Et au moment où on se parle, on a complètement changé de paysage pendant les 7 dernières années. Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous levez beaucoup plus de tickets et beaucoup plus gros qu'il y a 10 ans. Ces dernières années ont été dures. Elles ont été dures partout pour beaucoup de startups parce qu'il y a eu des valos qui ont été revus et un marché plus dur. Mais on lève en France et en Europe, on a une profondeur de marché du Business Angel au Sofinova jusqu'à un Amundi, un Tikeo, un Ardian. On a créé un écosystème et il y a quelques années, on a lancé une initiative dite Tibi où on a créé des fonds justement appelés scale-up, c'est-à-dire des fonds qui permettent de lever des tickets un peu plus gros, qui vont entre 10 et 100 millions d'euros, et qui ont permis une accélération de tout ça. On a monté un Tibi 2 pour lever des fonds plus grands, et donc là où il y avait une faille de marché en France, c'est-à-dire vous n'arriviez pas du tout à lever des tickets à 20, 30, 50 millions, aujourd'hui vous avez une offre. Simplement, quand vous allez très vite sur certains marchés, cette offre, elle n'est pas encore assez profonde pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Donc nous, Européens, on doit faire nos fonds de pension européens. On doit beaucoup plus aller sur les marchés et on doit simplifier la vie de nos investisseurs institutionnels pour qu'ils mettent beaucoup plus d'argent. Mais ça, c'est maintenant. Moi, mon but, c'est de bouger ces règles-là dans les quelques mois qui viennent et qu'on accélère. Mais le système, il s'est déjà transformé. Simplement, ce que vous dites, c'est pour aller encore plus haut et plus fort. C'est mon but aussi. C'est leur but aussi à tous les jeunes ou moins jeunes qui sont dans ces entreprises. Et donc, il faut qu'on leur donne en Europe l'écosystème. Et donc, moi, j'ai 2 batailles en Europe. C'est qu'on arrive à avoir ces fonds de pension européens et toutes ces simplifications de règles qui permettront d'avoir du capital qui s'investit. Et la deuxième chose, c'est qu'on intègre beaucoup plus le marché européen. C'est-à-dire que quand vous créez votre start-up en France, votre marché domestique, c'est la France. Ce n'est pas, au premier jour, l'intégralité du marché européen. Et donc, il faut réussir à simplifier les règles pour que tout de suite, votre marché domestique soit beaucoup plus large. Ça, c'est sur la partie finance. Il y a aussi sur le... finance et clients. Et finance et clients. Il y a aussi sur la partie culturelle, je trouve, quelque chose d'intéressant comme différence avec nos voisins. C'est sur les fondateurs et le rapport au profil de l'ingénieur. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre les fondateurs des 10 plus gros géants américains ? Je pense les managers ou les fondateurs ? Sur les équipes de fondateurs des 10 plus gros géants de la tech américaine. Je pense que c'est leur âge moyen qui doit être, à mon avis, très très faible, beaucoup plus faible que le nôtre. Certainement, mais ce sont aussi tous des profils d'ingénieurs. Oui.
Et en France, on a aussi d'autres succès de la French Tech. Tech. Ingénieur, je pense que vous avez beaucoup de PhD, parce que c'est ingénieur doctorant. De tech, de scientifique. Ouais. J'utilise pas ça au sens du diplôme d'ingénieur. C'est pas un diplôme d'école d'ingénieur, c'est des gens qui sont allés faire des PhD en machine learning. Ou en... Voilà. Et en France, on a aussi des grands succès de la French Tech, donc Alan, Mistral, OVH, Exotech. Ouais. C'est d'autres exemples pareils. Et pourtant, quand on regarde la French Tech, dans sa globalité, c'est en gros 15% de cofondateurs ingénieurs. Alors, pourquoi on n'a toujours pas fait le lien ? En général. Est-ce qu'il y a une sorte de méfiance du profil technique de l'ingénieur ? 15%, c'est très faible. Je ne pense pas, et j'espère pas. Et d'ailleurs, un des boulots qu'on fait, c'est de développer l'appétence pour les compétences scientifiques. Et moi, je pense que c'est vraiment un des points sur lesquels on doit continuer d'accélérer. Sous mon premier mandat, on a créé une spécialité, justement, dès la première, en numérique. Et on pousse. Et au moment où je vous parle, on est à un niveau record justement de jeunes qui vont vers les métiers scientifiques et les carrières scientifiques dans tout ça. Mais moi, il y a deux choses, puisque vous m'emmenez sur ce terrain. Je pose la même question pour les ministres du numérique, qui ne sont jamais à des profils techniques. Clara Chapaz, elle n'est pas... elle a fait l'ESSEC. Oui, mais elle a fait une école de commerce, non mais je veux dire, c'est pas une énarque, elle a un profil déjà très atypique pour une ministre du numérique, y compris quand vous regardez partout à travers l'Europe. J'ai un ministre de la recherche qui est un ingénieur. J'ai eu une ministre de la recherche avant qui était une ingénieure et une grande chercheuse. Moi, ce qui me choque, c'est deux choses. Si vous regardez nos CEO et nos entreprises, ce qui est un problème, c'est qu'en Europe, nos CEO sont beaucoup plus des managers et nos entreprises sont beaucoup plus âgées que les américaines. Ce qui montre qu'il y a une capacité à innover, que ça va beaucoup plus vite. Et donc, nous, on a un problème de faire croître et faire grandir très, très vite. Mais surtout, moi, ce qui me choque plus que vous, c'est que si vous prenez votre chiffre des Américains, ils sont peut-être tous ingénieurs, mais il n'y a pas beaucoup de filles. Et mon vrai problème, il est là. C'est un drôle de monde, ce monde de la tech américaine. On peut être fasciné, mais c'est un monde qui ne correspond pas non plus à la société américaine. Il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors, dans ces top CEO. Tous les CEO sont des étrangers qui ont créé leur entreprise. Il y a une grande diversité dans la tech. De toute diversité, mais non, il n'y a pas autant de diversité que dans la société américaine. Et d'ailleurs, les positions que prennent beaucoup de ces top CEO sont questionable, comme dirait l'autre. Vous avez un gros sujet de parité. Et donc, nous, on a un énorme sujet, c'est qu'on veut avoir une tech française, IA et même au-delà, qui soit beaucoup plus paritaire. Et c'est pour ça que moi, j'encourage aussi toutes les initiatives qui ont été lancées pour bâtir des rôles modèles, avoir beaucoup plus de jeunes femmes qui vont vers ces métiers scientifiques, avoir beaucoup plus de jeunes femmes qui embrassent ces carrières et qui montrent aussi que dans la tech, elles ont une possibilité, parce que ça crée, je trouve, un autre écosystème. Donc moi, honnêtement, je vais vous dire, je pense qu'on a plein d'atouts. Je pense qu'on a été le pays d'Europe qui a le plus pris la vague et le plus accéléré ces dernières années. On a des points sur lesquels on doit compenser notre retard. Cloud, semi-conducteurs, montant financier. Mais en fait, on sait exactement le plan. Donc, c'est à nous de faire. Et simplement, on a un modèle, je trouve, qui est quand même beaucoup plus diversifié, joyeux, sympathique que dans plein d'endroits. Et donc, moi, je suis très fier de cette French Tech française et de ces entrepreneurs, de ces ingénieurs, de ces doctorants scientifiques. Qui, dans l'IA, sont très forts, vous l'avez dit, on a des super formations. Et notamment, voilà, on peut s'en réjouir, mais c'est vrai qu'ils sont surtout aussi là grâce à un système éducatif qui a 20 ans. Et en IA, il y a quand même un sujet moi, qui m'a interloqué, c'est que le nerf de la guerre, c'est les maths. C'est-à-dire que les gens qui sont bons en IA sont des gens qui sont forts en maths. Or, on a quand même un vrai sujet sur les maths. Le niveau des écoliers français, il chute de manière vertigineuse depuis les dernières années dans le classement PISA. On est 23e du classement, alors qu'on est la 7e puissance mondiale tout de même. Comment est-ce qu'on peut avoir une relève des prochains Yann Lequin et des Arthur Mensch si on est nul en maths? Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut jamais dire qu'on est nul en maths, parce que ce n'est pas vrai. En fait, on a un niveau moyen qui a baissé, mais on a surtout beaucoup d'hétérogénéité. Et donc, vous avez toujours des gens super forts en maths. Et donc, vous avez toujours, et ça on le garde, on l'a toujours gardé, quelles que soient les évolutions, des gens très forts en maths. Et on a ces filiations qui existent. Après, vous avez beaucoup d'inégalités dans le niveau de maths, et de déterminisme d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est qu'on a un décrochage chez les filles dans les dernières statistiques. Donc ça, on a un plan qui est en train de se déployer pour le relever. On a un sujet. Le cœur du sujet, il est sur la formation des profs, sur les changements des méthodes pédagogiques, pour rendre aussi un apprentissage des maths beaucoup plus ludique, et sur plus d'heures et des heures de soutien qu'on a remis au début du collège. Mais là, je fais le lien entre nos deux sujets. L'IA, c'est une formidable opportunité.
Parce que ce qui peut changer le niveau de maths, et ça on le voit dans tous les systèmes qui ont bougé, c'est pour les élèves qui sont en difficulté d'avoir moins d'élèves par classe, des méthodes plus adaptées, plus de tutorat. Dans les diagnostics de l'OCDE, il y avait notamment le fait que les classes étaient assez dissipées, ce qui expliquait peut-être en partie le phénomène, et justement la présence du numérique, paradoxalement, des tablettes ou des téléphones, qui participaient à créer justement une baisse de niveau en maths. Alors, quand on regarde, j'ai fait le point il n'y a pas longtemps avec l'expert de l'OCDE sur le sujet, d'ailleurs sur les maths, et avec plusieurs experts. Il y a la méthode d'apprentissage qui n'est pas assez ludique en France. Et après, vous avez raison, ce n'est pas une vérité pour tous les élèves, mais les élèves qui sont les plus en difficulté, il y a une très grande sensibilité du résultat au nombre d'élèves par classe. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a dédoublé les classes dans les endroits les plus difficiles, et là, on voit les premiers résultats. Mais on doit aller beaucoup plus massivement. Alors, ce qu'on a réintroduit il y a 2 ans maintenant, c'est 1 heure de soutien par semaine en 6e, maths ou français selon les faiblesses, des évaluations chaque année, donc ça va nous permettre d'améliorer les choses. Mais si on veut vraiment craquer quelque chose de massif, quand on regarde par exemple ce qu'a fait Singapour, alors il faut changer quelques éléments dans notre pédagogie, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait en renforçant la formation des maîtres, y compris en maths, parce qu'on mettait devant des classes d'enfants des enseignants qui ont vraiment beaucoup de qualités, dont je salue l'engagement, mais qui parfois n'avaient pas été toujours formés aux dernières techniques de pédagogie en maths, ou parfois n'avaient pas fait de maths depuis plusieurs années. Parce qu'on avait lâché les maths à la fin du cycle. Et en masterisant, je ne veux pas être trop technique, mais on m'avait demandé d'avoir un master, on pouvait avoir des gens qui avaient fait plusieurs années d'université dans des filières de sciences humaines, qui avaient été très loin des maths et qui d'un seul coup se retrouvaient, après avoir réussi l'examen, devant des élèves à enseigner les maths. Donc ça, on est en train de le changer par la formation des maîtres, les bonnes techniques. Mais après, je pense pas, ce qui est prouvé, et là scientifiquement avec des études qui ont été évaluées, c'est que ce qui donne du résultat, c'est le tutorat. C'est-à-dire pour les élèves très tôt, dès qu'on voit des difficultés, d'avoir une méthode plus individualisée. Ça, l'IA permet de le faire. Et on a d'ailleurs des innovations qui sont faites en IA avec des chercheurs du Collège de France, avec des open classrooms, des knowledge, on a des super entreprises françaises dans la matière. Cet accompagnement, et l'IA, je dirais, c'est en même temps du tutorat et c'est très juste socialement. Parce que ça permet de faire du tutorat à très peu de coûts. Le même niveau de suivi. Et avec un niveau à ce moment-là, on permet de compenser l'écart. Et donc moi, on va mettre le paquet pour aller vers beaucoup plus de tutorat, piloté par les maîtres, parce que c'est les profs qui savent. Mais c'est hyper important. En tout cas, c'est une bataille très vitale pour moi. Pour finir, parce que je sais que vous êtes pressé, je propose 60 secondes pour répondre. Le format quasiment classique que j'ai volé à un ami, où je vous pose des questions très simples, avec des réponses courtes. Et on les enchaîne. Ça vous va? Ok. Est-ce que vous avez déjà codé en Python? Non. Vous utilisez quelle messagerie chiffrée pour parler à vos conseillers? Alors, Olvid pour mes conseillers et mes proches, Signal. Vous n'utilisez pas Chap? Non. Vous avez déjà écrit un discours avec l'IA générative? Non, mais j'ai déjà testé, après avoir fait un discours sur l'IA générative, ce que ça donnait. Et alors? C'était pas ouf? Non, voilà, bonne formule. C'était pas ouf. Est-ce que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire? Je pense qu'elle en créera plus. Y a-t-il un risque d'abrutissement des masses avec l'IA? Il y a un risque si on ne forme pas nos jeunes et nos moins jeunes à l'esprit critique. Et donc l'esprit critique à l'ère du numérique, pour reprendre la formule du professeur Bronner à qui j'avais demandé un rapport il y a quelques années, c'est vital. On a demandé à une IA quel est votre principal tic de langage. J'ai pris les derniers discours, on lui a donné. À votre avis, c'était quoi qui est sorti? Je sais pas trop, allez-y. Il a dit formidable et hyper. Ah bon? Il y avait le classique en même temps, oui. mais les plus originaux, c'était formidable et hyper. Bon, c'est un petit clin d'œil à Aznavour pour le premier. Exactement. Vrai ou faux, les États-Unis innovent, l'Europe régule? C'est la formule qu'utilisent beaucoup. C'est faux et c'est à nous de le montrer. Elon Musk vous impressionne? Non, mais je trouve que c'est un très grand entrepreneur. Les artistes doivent-ils avoir peur de l'IA générative? Ils ne doivent pas avoir peur, mais ils doivent pouvoir l'utiliser dans un cadre, là aussi, de confiance, comme je le disais. Et donc, on doit faire respecter leurs droits d'auteur et faire respecter les droits voisins. Est-ce que l'IA pourrait nous aider à simplifier l'administration? Oui, résolument. Elle est déjà utilisée par l'administration. Et ce qu'on a commencé à faire ces dernières années avec le prélèvement à la source et d'autres choses, c'est puissance 10, 100 avec l'IA. Et donc oui. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Super. Voilà. On a couvert tout ce que vous vouliez? Tout ce que je voulais. Mais c'est inespéré, on a eu 50 minutes.